votre corps sur la chaise, de vos pieds sur le sol. Des orteils jusqu'au talon. Et à visualiser des racines dorées sous votre plante des pieds qui plongent au centre de la terre. À chaque expire, vous expirez l'ancien, l'inutile, l'encombrant. Et à chaque inspire, vous inspirez une énergie lumineuse, énergisante, apaisante. Le long de ces racines dorées, vous ressentez la sécurité, la stabilité qui viennent se diffuser dans toutes les cellules de votre corps et remonter jusqu'au cœur. Votre cœur qui pulse lentement, doucement, en harmonie avec le cœur de la terre. Et sentez comme les deux vibrent à l'unisson. Sur votre cœur se déploie une immense fleur, un grand soleil. Qui vous réchauffe et vous remplit de sa douceur. Un soleil qui s'expanse à chaque respiration. Toujours plus. Vous vous enveloppez dans un cocon d'amour. Qui s'expanse jusqu'à remplir toute la pièce. Et jusqu'à rayonner dans tout l'univers, dans toute la galaxie. Et jusqu'à atteindre le cœur du soleil interstellaire. Et là, goûtez au plus profond de votre cœur, descendez toujours plus profond. Goûtez à cette plénitude, à cette douceur, à ce bonheur. Vous êtes à présent un pont entre ciel et terre. Vous sentez en vous à la fois la sécurité, la stabilité, la confiance en vous qui vous vient de la terre. Et l'amour inconditionnel qui vous vient de ce soleil interstellaire. Et à présent, sentez comme ces trois cœurs vibrent à l'unisson. Le cœur de la terre avec votre propre cœur et avec le cœur du soleil interstellaire. Et vous reposez dans cette atmosphère en toute tranquillité. Et à présent, je vais vous demander de revenir tout doucement. Votre conscience réintègre votre corps tout doucement. Comme une main se glisse dans un gant. Prenez quelques lentes et profondes respirations.
Vous sentez à présent les énergies circuler dans vos mains, dans vos pieds. Vous pouvez tout doucement vous étirer, bâiller. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous êtes à présent de retour à la lumière et vous vous sentez en parfaite forme, reposé, énergisé et rafraîchi. Bien, merci pour votre attention. Je pense qu'à présent, nous sommes tous bien présents dans le calme et la paix. Voilà, alors je vais vous exposer dans un premier temps qui je suis, comment j'ai été amenée à l'hypnose de régression et l'hypnose entre les vies, ce que ça m'a apporté, ce que ça peut vous apporter. Ensuite, je vous définirai ce que c'est que l'hypnose de régression dans les vies antérieures, l'hypnose de régression entre les vies. Quels sont les différents pionniers? Je vous exposerai les principes principaux et l'éthique fondamentale qui sous-tendent cet art sacré qu'est l'hypnose spirituelle. Et enfin, nous verrons à quoi ça sert, à quoi ça peut vous être utile, quelle variété d'expériences on peut s'attendre à vivre avec ce type d'hypnose, en quoi cela peut vous aider. Enfin, je répondrai à vos questions. Déjà, par curiosité, j'aimerais savoir combien ont déjà eu recours à l'hypnose spirituelle parmi vous. Ah, très bien. Il y a différentes écoles. Alors moi, en ce qui me concerne, voilà comment je suis arrivée à ceci. J'ai eu plusieurs carrières dans cette incarnation. J'ai commencé comme assistante de français en Écosse à l'âge de 20 ans, ensuite professeure de français et d'anglais au lycée professionnel, puis professeur documentaliste en lycée. Une fois arrivée à la retraite, je me suis passionnée pour la lecture des livres de Dolores Cannon, de Michael Newton et de Brian Weiss. Je ne sais pas si vous connaissez ces hypnothérapeutes. Voilà. Et je lisais, passionnée. Et un beau jour, je me suis réveillée, puis je me suis dit, mais ma foi, c'est ce que je veux faire. Pourquoi pas moi? C'est alors que j'ai cherché à me former. Alors après une année de recherche et d'études pour trouver le centre de formation qui me convenait, parce que les écoles, elles fleurissent, mais bon, je voulais avoir des garanties de sérieux. Je me suis tournée vers l'Institut international d'hypnose spirituelle, fondé et dirigé par Jean-Charles Chabot, canadien, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et j'ai ainsi été formée par Jean-Charles Chabot et par Isabelle Edeline, formatrice à l'IHS. Celle-ci enseigne la spécialisation en accompagnement thérapeutique par l'hypnose de régression. Voilà pour mon parcours. Et à l'issue de ma formation, j'ai donc été certifiée maître praticienne en hypnose spirituelle de régression, un grand titre, avec spécialisation en accompagnement thérapeutique. Et j'ai commencé à exercer de façon informelle. Alors aujourd'hui, je suis prête à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire officialiser ma pratique. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là devant vous pour vous présenter l'hypnose de régression. Alors me direz-vous, mais pourquoi se lancer dans une autre carrière? Eh bien, Cicéron dirait, on peut très bien cultiver son bonheur en cultivant son jardin et en restant dans sa bibliothèque. Oui, je suis bien d'accord. Mais dans le domaine spirituel, la retraite n'existe pas. Avant de venir, on passe un contrat d'âme et on a une mission, on parle en termes de mission de vie. Donc, j'aime à penser que j'ajoute ma petite pierre à l'édifice, ma contribution à l'éveil des consciences.
Et par ailleurs, j'aime partager. Et partager ce qui donne déjà un sens à ma vie et qui peut éventuellement donner aussi un sens à la vôtre. Parce que comme disait Michel del Castillo, une rencontre suffit parfois pour illuminer toute une existence. Alors, j'ai pas cette prétention, mais enfin. Alors, je vous présente ce fabuleux outil de transformation. Car ce que je trouve le plus intéressant dans l'hypnose de régression, c'est son pouvoir transformationnel. Et pas uniquement en tant que consultant. Alors, il y a une grande différence entre l'hypnose traditionnelle et l'hypnose de régression. Dans une consultation, en réalité, on est à 3. Il y a le consultant, il y a moi-même. Je me vois plutôt comme une accompagnatrice et une facilitatrice d'expérience qu'autre chose. Et naturellement, il y a le monde de l'invisible. Donc, c'est une dimension tripartite. Et ce qu'on demande, c'est la collaboration et la participation du consultant, justement. Alors, dans un premier temps, je vais vous définir les différents concepts pour éviter toute ambiguïté. Pour autant, gardons à l'esprit que chaque école peut présenter des définitions différentes. Donc, on va voir ce que c'est que l'hypnose spirituelle, et notamment l'hypnose de régression dans les vies antérieures, parce que l'hypnose spirituelle est un terme générique et chapeaute les différents types d'hypnose, notamment de régression dans les vies antérieures et dans l'entrevie. À ce sujet, nous verrons aussi sur quels principes sont adossés ces deux types d'hypnose et à quoi ils se réfèrent. Enfin, dans un troisième temps, nous allons voir à quoi ça sert et quels sont les différents types d'expériences auxquelles on peut accéder grâce à ce type d'hypnose. Enfin, je répondrai à vos questions. Alors, qu'est-ce que l'hypnose spirituelle? Alors, d'une façon générale, l'hypnose est un ensemble de techniques visant à installer chez un sujet un état modifié de conscience qui augmente son état de réceptivité aux suggestions, directes ou indirectes, et qui permet d'accéder à une intelligence autre que consciente dans le but d'atteindre des objectifs de changement. Cette intelligence sera nommée suivant les écoles l'inconscient ou le subconscient. Nous l'appellerons conscience supérieure ou moi supérieur. L'hypnose utilise deux types de suggestions, les suggestions directes, par exemple du style « quand tu entendras les mots détends-toi, tu te sentiras de plus en plus détendu », ou les suggestions indirectes sous forme d'images, de métaphores, style « visualise-toi allongé près d'une cascade, à écouter le doux clapotis de l'eau, etc. » Donc, l'hypnose constitue un ensemble de techniques pour faciliter un état modifié de conscience, souvent appelé transe, puis pour effectuer un travail évolutif sur notre chemin de conscience. Justement, ce panneau, c'est le don d'amour qui a été créé par Clarisse Wittenez et qui illustre bien, vous voyez, le cœur, le 7e chakra et cette lumière solaire. Alors, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience? D'après Mario Beauregard, l'état modifié de conscience désigne tout état mental différent de l'état de veille habituel, c'est-à-dire différent par rapport à certaines normes de conscience à l'état de veille. Il existe plusieurs façons d'induire des états modifiés de conscience. Vous en les connaissez. Est-ce que vous pouvez m'en citer? La respiration, oui. Quoi d'autre? Oui. Ça induit une sorte d'état hypnotique.
Qui d'autre? Le balancier, oui, le métronome. Par exemple, quoi d'autre? Suggestion mentale, oui. Relaxer tout son corps. Oui. Alors, on peut y accéder par le yoga, on peut y accéder aussi par la méditation et aussi par la prise de substances psychotropes. Voilà. Au début de la séance, je vais suggérer à ta conscience supérieure, la partie la plus sage de ton être, qui sait exactement ce qui est bon pour toi et ce dont tu as besoin, de seulement accepter les suggestions favorables à ton bien-être global. Si jamais tu entends une suggestion qui serait contraire à ton bien-être global, celle-ci sera ignorée ou rectifiée, de sorte que ton être n'accepte que les suggestions qui te sont favorables. C'est-à-dire que le praticien qui a une éthique, il veille à respecter l'intégrité du sujet et il invite à créer un filtre de transmutation positive. Il veille à ce que les besoins du consultant et son bien-être soient au centre du processus. Il définit le sujet comme étant l'autorité de sa propre réalité. À la différence de l'hypnose du spectacle où l'hypnotiseur priorise ses propres besoins de contrôler le sujet pour amuser la galerie. On est bien d'accord. On comprend que ces deux exemples d'état modifié de conscience diffèrent radicalement suivant l'éthique du praticien. Et ceci illustre l'importance capitale jouée par la suggestion dans le processus hypnotique et du choix du praticien. L'importance capitale de l'intention qui est posée. Il existe deux principaux types d'états modifiés de conscience. L'état modifié de conscience ou EMC qui survient dans toutes les formes d'hypnose et l'état expansé de conscience ou EEC qui peut être atteint en hypnose spirituelle. Celui-ci comporte des caractéristiques supplémentaires à l'état modifié de conscience. De façon simplifiée, dans cet état d'expansion de conscience, le sujet peut se relier à plus grand que soi, se connecter à une source de sagesse dépassant le petit moi quotidien, éprouver des sentiments élevés tels que l'amour de soi et des autres. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette expansion du cœur, cette expansion cardiaque. Donc le sujet peut éprouver la confiance en la vie, le sentiment de perfection de la vie, l'acceptation des défis, la compassion. Se connecter avec les ressources de son âme. Vous avez d'autres idées qui vous viennent à l'esprit là quand je vous énumère tout ça? À quoi servent les états modifiés de conscience? Marie, il y a des suggestions au départ qui sont pour le bien-être, de façon à ce qu'ils prennent que ce qu'il y a de bon durant la séance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de reste, suggestions qui restent quand même négatives chez la personne, qui pourrait avoir un effet négatif à l'issue de la séance? C'est-à-dire, Par exemple. Oui, par exemple, il peut y avoir une phrase durant la séance qui reste dans la conscience de la personne et qui fait que, à l'issue de la séance, peut-être que ça aura un impact sur sa vie de façon négative. Non, dans la mesure où le praticien, dans cette méthode-là, il accompagne la personne à explorer. Déjà, il y a l'induction de 25 minutes. Et ensuite, il y a une intention qui est posée pour explorer une vie antérieure qui a un impact sur la vie actuelle et qui est en relation avec la problématique du sujet. Et c'est le sujet qui va s'exprimer, qui va exprimer ce qu'il ressent. Et le praticien ne fait que reprendre les mots du sujet sans l'influencer. D'accord. Oui, ça, il n'y a pas de... C'est en fait... Il n'y a pas de projection. C'est que le patient qui parle, en fait. Voilà, oui.
D'accord. Et c'est la raison pour laquelle la collaboration du consultant est très importante. Ah oui, d'accord, effectivement, parce que si si le docteur, enfin, le patricien utilise des mots qui sont incorporés dans la conscience de la personne, ça peut être négatif, mais si c'est la personne qui parle elle-même, d'accord. Oui, cette méthode devant la collaboration, c'est essentiellement le consultant qui exprime son vécu, son ressenti, ce qu'il vit, et le praticien ne fait que réexprimer, reformuler et accompagner. Le praticien sert de connecteur pour mettre le sujet en relation avec sa conscience supérieure. Et il l'accompagne dans ce cheminement, dans cette démarche-là. Mais c'est pas lui qui va influencer par son propre langage ou quoi que ce soit le consultant. Vous voyez? Oui, est-ce que cette façon de guider disons, le patient ne restera pas imprégné dans son inconscience de façon négative ou est-ce qu'il y a une phrase à la fin de la séance qui annule tout ce qui pourrait être gênant dans l'inconscient? Parce que c'est un peu une crainte que j'ai par rapport à l'hypnose. C'est qu'il reste des choses qui soient euh, dans l'inconscience de la personne, mais qui influencent quand même dans des circonstances particulières de la vie. Alors le but c'est que le praticien aide le consultant à retrouver des ressources, ses propres ressources, et qu'il le rende autonome même par la suite, mais pas de l'influencer ou de projeter quoi que ce soit de sa personne sur lui. Si le praticien a une éthique, l'éthique c'est de respecter l'écologie interne du consultant et en aucun cas d'interférer. Oui, parce que je me rappelle un petit peu des études que j'avais faites dans des livres. Il disait par exemple tout ce que j'ai dit durant la séance sera annulé dès qu'on aura terminé la séance. Non, alors là, ça correspond pas du tout à la méthode que je vais vous exposer. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. Parce qu'il faut déjà que je vous déroule la méthode, le processus, avant que vous puissiez voir ce dont il s'agit exactement. Donc, cet état modifié de conscience, cet état d'expansion de conscience, permet au sujet de se relier à plus grand que lui, à se connecter à une source de sagesse dépassant le petit moi quotidien, à éprouver des sentiments élevés, tels que l'amour de soi et des autres, la confiance en la vie, le sentiment de perfection de la vie, l'acceptation des défis, la compassion. Ça lui permet aussi de connecter avec les ressources de son âme, avec l'histoire de son âme et ses potentialités, et d'accéder à des niveaux de compréhension plus élevés. Se connecter à sa conscience intuitive. C'est-à-dire que l'état expansé de conscience représente la clé d'accès des expériences d'hypnose spirituelle. Et ceci, c'est bien représenté par cette expansion cardiaque qui se trouve à l'intersection entre l'état modifié de conscience, qui se situe sur le plan comportemental, et l'état expansé de conscience qui se trouve sur le plan vertical, de la verticalité. Et vous voyez naturellement que à l'intersection de ces deux plans, vous avez l'expansion cardiaque. L'expansion cardiaque en relation avec l'expansion solaire. Bon, alors, vous savez que dans la nature, tout est vibration. Les pensées, les émotions, les croyances, tout vibre à une certaine fréquence vibratoire. Et l'état expansé de conscience permet d'élever le taux vibratoire de la personne. Ça, c'est hyper important. Et cette expansion du champ de conscience permet d'expérimenter des prises de conscience qui peuvent mener le sujet à des transformations positives et durables dans sa vie.
Et c'est ce dont je vous parlais, c'est la dimension de verticalité. C'est-à-dire on rentre en connexion avec le monde de l'invisible et avec le monde supérieur. Donc vous avez deux types d'états de conscience. L'état modifié de conscience qui ouvre des expériences sur le plan de l'être, du sens donné à la vie, des défis. Et ces modifications d'état de conscience sont accompagnées par des changements électriques mesurables dans les ondes électriques. Donc, je ne vais pas vous détailler toutes les ondes, on n'a pas le temps, mais je peux vous dire que les ondes alpha et θ représentent les différents types d'activités cérébrales qui dominent en fonction du type d'hypnose pratiquée, que ce soit l'état expansé ou modifié de conscience. Alors, quels sont les principes spirituels de base auxquels l'hypnose spirituelle se réfère? Il y en a 5. Et pour autant, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer ou d'y croire pour connaître, pour vivre l'expérience et pour en connaître les bienfaits. Alors, ces 5 principes spirituels, c'est nous sommes une âme et une conscience. Notre conscience continue d'exister et évoluer après la mort du corps physique. C'est-à-dire que la conscience est éternelle. Deuxième postulat, la Terre est une planète école ou lieu d'apprentissage qui nous permet d'évoluer en fonction des défis vécus durant nos incarnations. Troisième principe, il existe des êtres dans le monde invisible, des guides spirituels, défunts ou autres consciences non incarnées, avec qui nous pouvons communiquer et qui peuvent nous guider et nous enseigner. Autre principe, avant l'incarnation, s'établit un contrat d'âme, parfois nommé mission de vie ou feuille de route. C'est la raison pour laquelle je vous disais, moi, pourquoi est-ce que je continue? Parce que, voilà, ça correspond à ma mission de vie. Et celui-ci contient des apprentissages à effectuer, des vertus à développer, des karmas relationnels à dénouer, des défis à relever, des projets à accomplir. Ce contrat est développé avant notre incarnation avec les différents guides spirituels dans l'entrevie. Après la mort s'effectue une revue de vie avec les guides spirituels qui ont établi le contrat d'âme avec vous avant la naissance, à savoir qu'aucun jugement n'est émis. Alors, comme je vous disais, ces principes ne sont pas imposés par le praticien. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Vous disposez d'une liberté totale de les accepter ou de les refuser. Et de plus, ces principes ne conditionnent en rien l'expérience. Donc, le sujet peut très bien vivre ces expériences-là sans pour autant y croire au départ. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience de Michael Newton. C'est ce qui lui est arrivé, c'est un psychothérapeute célèbre. Et il a découvert l'hypnose de régression dans les vies antérieures par hasard, parce qu'il n'arrivait pas à élucider, à trouver les causes du mal-être de son consultant. Donc, la puissance et la singularité de l'hypnose de régression réside dans sa capacité à induire une expérience mystique de connexion avec le monde spirituel d'une façon à la fois rapide et naturelle. Inutile de prendre des substances ou quoi que ce soit. Bien sûr, on a vu, il existe différentes techniques autres telles que la méditation, le yoga, etc. Les pratiques chamaniques. Alors, d'après vous, quelles sont les principales raisons d'avoir recours à la régression dans les vies antérieures? Oui, ça c'est surtout l'entrevie qui te permettra de comprendre ta mission, parce que dans l'entrevie, on a accès direct à la feuille de route, au contrat qu'on a passé avant de venir.
Donc, dans un premier temps, il est important déjà de retourner dans ses vies antérieures avant d'envisager l'entrevie. Oui, autre chose? Trouver des blocages. Trouver plutôt débloquer les blocages, parce que les blocages, oui, la plupart, quand on en vient à tester l'hypnose, c'est qu'on a conscience déjà de ces blocages. Oui. Débloquer des situations ou un mal-être qui en apparence n'a aucune cause dans cette vie-ci. C'est-à-dire après avoir balayé toutes les différentes causes qu'on peut trouver dans cette vie-ci, eh bien, on en vient à s'interroger sur ce qui s'est passé avant, dans les autres vies. Eh bien, je vais vous dire ce qu'on peut faire. On peut libérer certaines peurs et naturellement, comme vous disiez, dénouer des blocages qui sont souvent d'ordre émotionnel. Ça peut être des phobies, tout simplement. Phobie des araignées, claustrophobie. Et on peut réactiver des connaissances ou des compétences acquises dans des vies antérieures et qui vous sont utiles dans la vie présente pour soutenir votre évolution. Autre idée, à quoi ça sert? Bon, alors là, je parlerai pas de guérison parce que moi, je suis pas thérapeute. Mais alléger ses souffrances, c'est certain. Et quand on est capable alors moi, en tant que praticienne, mon objectif, c'est de rendre les consultants autonomes, qui puissent pratiquer l'auto-hypnose et par conséquent se soulager eux-mêmes de leurs propres maux. Oui. Mais déjà, en découvrant les liens karmiques qui vous lient entre une ou plusieurs personnes de votre entourage, et le fait de recevoir des conseils et de conscientiser les apprentissages, eh bien déjà ça va vous soulager. Et d'alléger la souffrance morale, ça permet aussi d'alléger tout ce qui est d'ordre psychosomatique dans le corps. L'un va de pair avec l'autre en quelque sorte. C'est normal. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Quelque chose qui vous vient à l'esprit? Non. Arrêter le tabac aussi. Oui, ça peut vous aider à arrêter le tabac. C'est une possibilité. Ça vous permet aussi d'acquérir un vécu expérientiel quant à l'existence de la réincarnation. Parce que bien souvent, les gens je pense à Michael Newton qui s'est engagé dans cette voie-là, eh bien, c'est comme ça qu'il a été confronté à l'existence de la réincarnation à laquelle il ne croyait pas du tout. Et donc, ça se passe au-delà des croyances personnelles. C'est-à-dire que vous allez vivre des expériences qui dépassent bien souvent vos croyances. Bon, ça permet surtout de se connaître, d'améliorer la connaissance de soi-même, et ça vous permet d'évoluer d'une façon plus paisible en tant qu'être humain sur votre chemin de vie. Alors donc voici les différentes. Alors je vous ai parlé du docteur Michael Newton, qui était à la base un hypnothérapeute très classique, très conservateur, qui croyait pas du tout dans les réincarnations et qui, en accompagnant une de ses patientes, a découvert effectivement qu'elle avait connu d'autres vies. Et il a commencé par accompagner ce sujet-là, et ensuite il a classifié des expériences de plus de 7000 sujets. Donc voici les différentes catégories d'expériences. Ça vous permet d'atteindre un état d'apaisement et de régénération, parce que l'âme est accueillie et guidée par des êtres spirituels vers un lieu de repos et de réflexion. Et dans certains cas, comme vous disiez, il s'agit effectivement de lieux de ressourcement, de régénération et de guérison. Et les guides peuvent parfois vous offrir, de toute façon, ils vous offrent que ce dont vous avez besoin,
Et bien souvent, ce sont des traitements énergétiques tels que des bains de lumière ou des bains sonores pour aider l'âme à rééquilibrer ses énergies. Et on retrouve donc dans le monde de l'invisible ces médecins de l'âme qui prodiguent des soins dans une atmosphère d'amour inconditionnel. On peut vivre par ailleurs des réunifications avec les êtres chers décédés. Et cette rencontre peut être source de réconfort et de bonheur. Il y a aussi les retrouvailles avec les familles d'âmes, parce que on est amené à revivre, à se retrouver parfois avec certaines âmes d'incarnation en incarnation. Donc ce sont des âmes qui partagent des liens profonds et significatifs et qui s'entraident de vie en vie en interchangeant les rôles. C'est-à-dire dans une vie, vous pouvez très bien être le père, ensuite dans la vie suivante la nièce, ou etc., etc., quoi. Alors, ça permet une rencontre avec un ou plusieurs guides ou des aides de sagesse avec qui les incarnations humaines ont été planifiées. Alors, pourquoi avoir recours à la régression dans l'entrevie? Et justement, pour communiquer avec les guides, contacter ces guides et communiquer avec eux. Et comme tu disais, à ce moment-là, on peut très bien avoir un contact avec, savoir quel contrat d'âme on avait passé avant de s'incarner. Naturellement, ça permet surtout de mieux comprendre le sens de sa vie. Lorsqu'on a accès au contrat d'âme, tout se déroule, tout se déplie, vous comprenez ce qui se passe. Enfin, vous pouvez connaître les liens karmiques qui existent avec une ou plusieurs personnes dans votre vie et les apprentissages que vous pouvez retirer de ces relations. Et grâce au contact direct avec les guides, vous pouvez recevoir des enseignements. En définitive, c'est retrouver sa boussole intérieure, en quelque sorte. C'est reconnecter avec sa conscience supérieure, avec son âme divine. Et ça permet aussi de faciliter le pardon envers soi et les autres, connaître des relations apaisées, développer une relation plus étroite avec le guide spirituel et avec d'autres consciences du monde de l'esprit. Et surtout, étant donné que vous allez être amené à revivre votre mort dans les incarnations précédentes, ça vous libère de la peur de la mort. Ça vous permet de vivre dans la sérénité, puisque vous vivez de l'intérieur ce passage qu'on appelle la mort, et vous prenez conscience que l'âme est éternelle, continue d'exister, et que vous continuez votre travail dans le monde de l'invisible après le décès du corps physique de votre véhicule terrestre. Bon, ça vous permet aussi de développer des compétences médiumniques, des capacités à recevoir des messages du monde de l'esprit. Alors, certains me diront, ah oui, par curiosité. Écoutez, la curiosité, c'est quand même pas un motif, à mon sens, suffisant. Je n'encourage pas au tourisme spirituel. Vous pouvez toujours l'essayer à titre de curiosité, mais en ce qui me concerne, cette démarche, pour qu'elle soit fructueuse, il vaut mieux qu'elle soit engagée dans un sincère cheminement intérieur, dans une quête de sens. Voilà. Quelles sont les conditions pour qu'une séance soit optimale? Eh bien, se considérer comme responsable de sa vie, lâcher prise, faire conscience à la vie. De toute façon, les guides vous le diront. Et les guides spirituels ou la conscience supérieure savent ce dont l'âme a besoin, ce à quoi elle doit accéder et ce qu'il serait bon de libérer pour progresser dans son évolution. Et comme on travaille avec la conscience supérieure, c'est le consultant qui travaille avec sa conscience supérieure et avec ses guides spirituels, justement, il y a un filtre automatique qui s'est passé. Et dans l'induction, eh bien, on connecte, on a une expansion qui permet de connecter avec la lumière et par conséquent de
d'élever votre taux vibratoire, qui est aussi un filtre. Voyez. Donc, que puis-je vous conseiller si cela vous intéresse? Eh bien, ne vous précipitez pas, informez-vous, prenez le temps de vous préparer à vivre l'expérience en lisant sur le sujet. Je recommande de lire notamment De nombreuses vies de nombreux maîtres de Brian Weiss ou Souvenirs de l'au-delà de Michael Newton. Je vous invite à vous documenter. Il est clair que les sujets qui méditent régulièrement auront plus de facilité à apercevoir les informations et à rentrer dans cet état de conscience expansée. Il est important de se préparer, d'avoir écouté des enregistrements d'auto-hypnose de façon régulière, au moins une quinzaine de fois avant la séance, et de développer une attitude d'accueil, de lâcher prise. Avoir confiance que ce qui surviendra sera bénéfique et ne pas avoir d'attente particulière sur le contenu ou les résultats de la séance. Est-ce qu'il y a une différence entre état modifié de conscience et état de conscience expansé? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre état modifié de conscience et état de conscience expansé? Oui, tout à fait. L'état modifié de conscience, c'est sur le plan horizontal, ça touche le comportement. L'état expansé de conscience, votre taux vibratoire est plus élevé et ça se passe sur le plan vertical. En sachant qu'au croisement des deux, vous avez le cœur, l'expansion cardiaque. Est-ce que ça répond? Pour moi, c'est pas très clair. C'est sûrement très clair, mais... C'est une différence d'onde c'est passer des ondes θ aux ondes alpha. C'est mesurable en des mesures électriques. C'est-à-dire que l'état expansé de conscience, il est plus profond. Plus simplement, je peux vous dire qu'il est plus profond que l'état modifié de conscience. On descend plus profond dans le cœur. Lors des séances, est-ce que les patients arrivent à avoir, disons, un aperçu aussi complet que ceux qui font des expériences de mort imminente? Déjà, ça dépend du sujet, on ne peut pas généraliser. Il y en a qui ça dépend aussi disons, de cette syntonisation, de synchronisation entre le sujet, le praticien et le monde de l'invisible et du taux vibratoire. Mais si ça doit se passer, oui. Si je veux dire, ce sont les guides là-haut qui savent mieux, même mieux que le sujet, mieux que vous, ce dont vous avez réellement besoin pour votre évolution d'âme. Et s'ils le jugent utile, oui, ils permettront que vous ayez cette compréhension, cette connaissance, que vous le viviez de l'intérieur. Comment peut-on entendre le message du guide? Alors, suivant votre... nous avons chacun des perceptions différentes. C'est-à-dire, si vous êtes plus visuel, ça peut se passer sous forme d'image. Si vous êtes auditif, ça peut se passer sous forme de l'entendre d'une façon auditive. Bien souvent, les guides vous parlent sous forme de symboles. Ça peut être des symboles, ça peut être une musique, ça peut être un sentiment, ça peut être une sensation. Donc, c'est ce qui vous parle le plus. Les guides vont choisir votre canal préférentiel pour s'adresser à vous, pour que vous puissiez comprendre leur message. Ils vont choisir le canal qui est le plus porteur suivant votre sensibilité personnelle. Donc là, ne vous faites pas de soucis. S'ils ont un message à passer, vous inquiétez pas, ils le passeront. Bon, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vous. Je reste ici jusqu'à la fin je reste jusqu'à dimanche et je pourrai vous laisser mes coordonnées éventuellement. Voilà. Namasté.